continue? Oui, oui. Bien, donc Maternité estime d'une équipe de militants qui me confie la situation de la condition féminine dans le Var. Première démarche vers, je me souviens, à Manupro, à la Garde, où il y avait une lutte très importante des filles de Manupro qui faisaient effectivement une grève importante pour leur salaire et leurs droits. Donc voilà le départ des luttes qui se fait, avec la connaissance aussi du monde du travail concrètement, celles qui étaient les plus exploitées. Et ensuite, je me souviens, dans la vallée du Gapot, les cueilleuses de cerises aussi m'intéressaient parce qu'elles étaient elles aussi assez exploitées. Donc voilà, le mouvement des luttes, et puis les responsabilités qui se sont enchaînées au Parti communiste, à tous les niveaux. Tu as quelle responsabilité au Parti communiste lorsque Martha arrive au début des années 70? Au début des années 70, lorsque Martha arrive dans le département, je suis dans le secrétariat fédéral du Parti communiste, responsable aux femmes, et 2 ans après, mes camarades, et notamment Jean Bartolini, qui était l'ancien maire de Toulon, a proposé à notre bureau fédéral que l'on fasse ma proposition pour le comité central. Et donc, voilà les choses qui se sont déroulées. Quand Martha arrive, je ne suis pas encore au comité central, mais je suis responsable de la condition féminine dans le Var au Parti communiste. Et avant 70, avais-tu entendu parler de Martha? La connaissais-tu? Non, je n'avais pas les liaisons que j'ai depuis obtenues et eues et décidées avec mes amis du Nord, parce que ensuite je me suis beaucoup occupée des questions de l'amiante, et donc j'ai été faire des débats là-haut dans le Nord, à Provine, à Lille, partout dans le Nord, sur ces questions de l'amiante. Et là, j'ai rencontré effectivement Michel de Messine et j'ai entendu largement parler de Martha Desrumaux. Alors la première fois, te souviens-tu la première fois que tu as rencontré ici dans le Var Martha? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Je m'en souviens parce que cette femme avait quelque chose d'assez exceptionnel dans son allure. Grande, très grande, mince, et malgré son grand âge, elle était très belle. Et elle avait ce visage si volontaire d'une femme habituée aux luttes, habituée au sacrifice, habituée effectivement à être ce qu'elle était, Martha Desrumaux, la passionnariat du Nord. Et donc nous avons commencé à parler toutes les deux des femmes, bien sûr, et des luttes, et de tout ce qui faisait notre vie à l'une et à l'autre. C'est là que Martha m'a dit ce qu'elle avait engagé comme vie, de son rôle de petite bonne chez les châtelains au tissage à ses 13 ans, et ensuite toutes les luttes et surtout la résistance. Je suis très attentive aux questions de la résistance, parce que mon père et ma mère étaient dans la résistance dans le Var, et donc tout ce qui touche à la résistance me touche. Et Martha m'a expliqué la résistance dans le Nord, elle m'a expliqué son arrestation avec les femmes qui avaient été du Nord, arrêtées avec elle. Elle m'a dit aussi toute son amitié pour Marie-Claude Vaillant-Couturier, et alors là nous avons ouvert une porte commune, parce que Marie-Claude Vaillant-Couturier était mon amie à Paris, et elle a été d'autant plus attentive à cette amitié que pendant mes années après au comité central, j'allais chez Marie-Claude chaque fois que je montais à Paris. Donc nous avons beaucoup parlé de la résistance dans le Nord, et puis aussi de ce qui s'est passé dans les camps de déportation nazie. Et un épisode terrible que je donnerai ce soir d'ailleurs. Un épisode terrible, celui où, ayant volontairement saboté le travail qui était engagé dans ces usines, où elle devait, avec ses camarades de déportation, tailler des capotes pour les soldats de la Wehrmacht, alors elles avaient inventé des formes de résistance. Et dans cette invention, il y avait cette chose extraordinaire.
D'abord, elle me disait que les points qu'elle faisait pour les capotes étaient tellement lâches que la capote elle-même ne tenait pas. C'était un sabotage tout à fait évident. Mais elles avaient inventé quelque chose de mieux. C'est qu'elles avaient trouvé malheureusement dans les chalits de leur nuit d'enfer, il y avait tellement de poux, tellement de méchantes bêtes, elles les récoltaient et elles les mettaient dans les capotes. Et ça, c'était quelque chose qui à la fois les réjouissait parce qu'elles faisaient du sabordage actif. Et elles en riaient toutes ensemble quand elles rentraient effectivement le soir. Mais voilà et c'est ça qu'elle m'a dit, Martha. Martha m'a montré sa main. Et cette main, je ne l'oublierai jamais. Parce que c'était une main martyrisée. Et elle m'a expliqué qu'un jour, naturellement, le responsable nazi de son atelier a compris que Martha faisait du sabotage. Il a vu, il a trouvé que les points étaient tellement mal mis qu'il n'avait pas trouvé les poux. Et il a fait venir devant lui. Il lui a fait ouvrir sa main, l'a posée sur la table en bois. Il a pris une grande paire de ciseaux qui servait effectivement à tailler les capotes. Et du poignet jusqu'à l'index, il a taillé la main de Martha. Ça, je veux dire, en parlant, j'en ai encore naturellement les frissons parce que Martha n'a pas poussé un cri, le sang a giclé partout, elle s'est évanouie, ses camarades de déportation sont venus la récupérer et le responsable de la Wehrmacht n'a eu aucune pitié pour elle. Elle est repartie le soir comme elle était arrivée, dans son sang et dans sa blessure. Et donc cette main de Martha, je revois surtout le doigt complètement ouvert, la main complètement meurtrie, le bouchon, on peut dire, qui s'était fait depuis. Oui, Martha, c'était quelque chose c'est une femme, une grande dame. Elle m'a beaucoup impressionnée. Et nos rencontres ont toujours été extrêmement affectueuses aussi, parce que j'avais de l'affection pour cette grande dame du Nord. Et ici, dans cette ville qui n'était pas la sienne, ce climat qui n'était pas le sien, avec cet accent qu'elle ne connaissait pas, ou peu, quelle action elle a menée avec toi et avec d'autres ici, à Toulon? Là, Martha était en retraite avec Louis. Martha était en retraite. Et nous n'avions pas l'intention de la bousculer dans ce moment de retraite, parce que c'était sa santé qui était en jeu. Les médecins avaient dit, Martha, il faut descendre au soleil, il faut une autre loin de l'humidité, loin de la froidure du nord, il faut récupérer. Donc Martha et Louis étaient descendus et étaient dans leur petite... Nous parlions de ce qui était en route, des luttes, mais nous n'avons jamais, sauf pour ces témoignages qu'elle donnait à chaque fois que nous lui demandions, mais autrement, nous ne voulions pas effectivement la tourmenter dans ces temps de repos qu'elle avait tellement mérité. Et alors, ces témoignages, elle le faisait au sein de la CGT, au sein du parti? Des deux endroits, chers camarades, aux deux endroits. Nous étions effectivement dans une période où mes camarades de la CGT et moi étions très liés. Il y avait effectivement beaucoup de luttes ensemble. Nous étions sur le même terrain effectivement de la solidarité. Nous nous rencontrions souvent. Donc effectivement, il y a eu des moments sans doute à la CGT avec Martha dans des conférences ouvertes où elle a pu contribuer. Et nous l'avions aussi fait venir dans des moments de débat et de rencontres pour qu'elle témoigne. Voilà, ça c'était Martha dans le Var avec son témoignage extraordinaire. Mais ce qui a été aussi pour moi terrible, c'est ce mois de novembre 1982 où on apprend le matin que Louis vient de mourir d'un infarct. Donc Louis meurt le matin. Martha désespérée bien sûr, mais le drame c'est que l'après-midi à 17h, Martha à son tour décède. C'est-à-dire que dans la même journée,
C'est cet homme et cette femme qui s'aimaient tendrement, qui avaient décidé de passer enfin une retraite heureuse à deux, tous les deux sont partis dans les étoiles, le même jour, ensemble. Alors, ensemble aussi, la CGT et le Parti communiste dans le Var, dans cette année 1982, nous avons décidé de faire action commune pour leur rendre le plus bel hommage possible. Et je me souviens de cette bourse du travail au centre de Toulon, rue Pelloutier, cette bourse de travail toute tendue de noir, et nous avons organisé ensemble les moments de veille des deux cercueils dans la bourse du travail de Toulon. C'était en 1982, nous avions quelques droits nouveaux par rapport au monde du travail, et nous l'avons exploité. Nous avons demandé effectivement à ce que le cortège qui devait partir de la bourse du travail soit assuré effectivement par une couverture de protection, et nous sommes montés jusque sur le boulevard de Strasbourg, où nous avons fait résonner avec les deux cercueils qui se côtoyaient, nous avons fait résonner la Marseillaise et le chant des partisans, surtout le boulevard de Strasbourg. C'était un très bel hommage. Il y avait des centaines et des centaines de militants barois qui accompagnaient Martha et Louis à leur dernière demeure. Si tu avais une phrase, une image de Martha, que dirais-tu? C'est la plus grande combattante ouvrière de ce siècle. C'est une femme qui a sa place au Panthéon, à côté de Marie Curie, de Germaine Tillot, de Madame Veil, que j'ai bien connue au Parlement européen. Martha Desrumaux serait, et je soutiens largement et de toute mon âme la pétition qui a commencé, l'exigence qui a commencé, je soutiens l'idée qu'il faut que Martha Desrumaux, les cendres de Martha Desrumaux entrent au Panthéon, parce que ce sera effectivement à ce moment-là la première femme ouvrière qui rentrera au Panthéon, et ce sera justice. Ce sera la reconnaissance d'hommage à une grande dame du monde ouvrier. Elle y a toute sa place. Tu veux ajouter quelque chose, Daniel? Non, je crois que... Non, mais c'est fort ce que tu as dit. Tu as tout dit.